Merci d'être venus nombreux pour cette réunion avec Julian Waldron, qui est le directeur financier de Technip. Alors Technip, d'abord vous pouvez aller voir le stand, vous découvrirez certainement des choses passionnantes, encore plus précises sur le groupe, mais c'est un groupe d'ingénierie pour le pétrole et le gaz. Donc ça veut dire que c'est une société qui travaille la main dans la main avec les compagnies pétrolières, les plus grandes au monde, Total, ExxonMobil, Royal Dutch Shell. C'est un équipementier en fait qui travaille avec ces compagnies pétrolières et qui fabrique, enfin qui permet à ces compagnies pétrolières d'exploiter leur pétrole avec une technologie, des équipements absolument incroyables qui vont au fond de la mer, plus de 3000 mètres, avec des conduites flexibles ou rigides. Et puis, ils sont aussi présents, Technip est aussi présent dans l'aval pétrolier, dans le raffinage et la distribution, et notamment aux États-Unis. Mais je ne vais pas monopoliser la parole aujourd'hui. Peut-être on peut échanger de place. C'est Julian qui va parler. Alors d'abord, Monsieur Waldron, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu le contexte, parce que tout le monde ici sait très bien que les prix du pétrole se sont effondrés, ils ont été divisés par plus de 2, et que ça a surpris tout le monde, y compris les plus grands experts, et y compris les professionnels comme vous. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cet environnement qui, en plus, si au départ on pouvait s'attendre à ce que le prix du baril remonte assez rapidement, on a l'impression que maintenant, ce n'est plus le cas. Les experts pensent que le prix du baril sont durablement capés autour de $50 et que ça ne va pas remonter demain matin. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu autour de ça? Sylvie, merci beaucoup et encore bonjour à tous et à toutes. Je pense qu'il faut, si vous me permettez, pas mettre tout sur l'effondrement du baril. Je sais que c'est le sujet du moment et de l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. La plupart d'entre eux, c'est géopolitique. C'est le politique de l'OPEP. C'est aussi un peu géologique. Donc, c'est toutes les nouvelles découvertes de l'huile et de gaz aux États-Unis qui augmentent le supply, la fourniture, la disponibilité, l'offre. Et je pense que tout ce qu'on peut dire à ce moment, c'est que ça laisse de l'incertitude pour l'avenir du prix du pétrole et du baril. Tout le monde attendait peut-être la même chose qu'en 2008-2009, c'est-à-dire rebond très très vite. Ça, on n'a pas vu. Et nous, chez Technip en tout cas, on ne pense pas qu'on va le voir. Mais ça, c'est une chose. Je pense derrière, il faut juste revenir peut-être un peu plus tôt. Parce que même avant, et je pense Patrick Pouyanné, peut-être il va en parler demain quand il est là. Directeur général de Total, demain. Mais même avant ce qui s'est passé au prix du baril, nos clients, ils commencent à sentir une pression de leurs actionnaires autour de le montant de leurs investissements, leurs dividendes et leur cash flow. Et donc, bien avant ce marché plus difficile en termes du prix du baril, nous, chez Technip, on a essayé de travailler différemment avec nos clients pour faire face à leurs problèmes, leurs difficultés, même bien avant. Parce que depuis longtemps, la préoccupation en fait, des groupes pétroliers, il y a déjà quelques années, c'était de faire baisser leurs coûts, n'est-ce pas? Ça existait déjà. Ça existait déjà. C'est ça. Alors, comment Technip quand même a dû s'adapter et fait face à ce changement d'environnement? Là aussi, il ne faut pas juste revenir à une histoire courte. Ce que nous avons essayé de mettre en place depuis un certain temps va nous bénéficier dans cette période. Et bon, je vais peut-être le dire maintenant, on peut parler d'un marché plus difficile. Je pense qu'à un moment, on va parler d'un marché plein d'opportunités qu'on peut peut-être saisir. Depuis un certain temps, notre stratégie a été de développer tout ce qui est technologique, tout ce qui est conseil, tout ce qui est conceptuel, pour être présent dans les projets de nos clients bien en amont, dans la phase où les décisions clés pour un projet, que ça soit plus ou moins cher, plus ou moins vite à mettre en place, c'est au moment où ces décisions sont prises qu'il faut que Technip intervienne. Donc les investissements que nous avons faits,
que ce soit en R&D, que ce soit en embauche de gens, développement de talents et de capacités, c'est d'intervenir en amont. Maintenant, c'est d'autant plus important. Nous savons, grâce à les études que nous avons faites, que nous pouvons économiser pour nos clients 20 à 30% des coûts de leur projet. Donc nous savons qu'il y a des économies à faire pour leur compte. Ce qu'il faut, c'est de nous laisser intervenir au bon moment avec nos bonnes technologies, nos bonnes capacités. Alors, dans ce cas-là, c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que Technip a continué à annoncer des projets, même si il y a eu des investissements peut-être un peu moins importants de la part des grandes compagnies pétrolières. Technip continue à annoncer des projets. Et son carnet, par exemple, est très bien garni, puisque vous avez une visibilité jusqu'en, je crois, 2017 ou quelque chose comme ça. Peut-être pour certains projets au-delà. Au-delà. Donc, les projets sont très divers, n'est-ce pas? Les projets du carnet de Technip. Le carnet s'élève actuellement à 17 milliards et demi. Il ne faut pas imaginer que le marché s'était arrêté totalement. On a engrangé 1,7 milliard de carnets pendant le troisième trimestre. Il y a des marchés qui sont plus difficiles. Je pense tout ce qui est mer profond en ce moment, il faut avec nos clients qu'on revoie la manière de les faire. Mais tout ce qui est aval, tout ce qui est raffinage, pétrochimie, oui, voilà. Vous voyez, nos clients, ils gagnent l'argent dessus. Surtout aux États-Unis, n'est-ce pas? Il y a un vrai boom industriel incroyable aux États-Unis grâce au gaz de schiste et au pétrole de schiste. C'est le gaz de schiste qui a provoqué ça. Donc les États-Unis et des besoins en raffinage. Beaucoup d'investissements, mais ce n'est pas uniquement là aussi. Oui. En Moyen-Orient, ça existe. En Asie, ça existe. Même en Europe de l'Est. Malheureusement, on ne le voit pas en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Est, on le voit, une vague perceptible d'investissement. Technip, nous sommes une société positionnée d'une manière large dans notre industrie. On peut être dans les eaux profondes, les eaux moins profondes, dans le raffinage, dans le GNL. Donc c'est en ce moment, dans un marché qui est peut-être plus cyclique, qu'on peut capitaliser sur la largeur de l'offre que nous avons. Et dans la stratégie de long terme de Technip, il y a bien entendu la première place, si j'ose dire, c'est l'innovation pour vos clients, justement. Nous avons à peu près doublé l'investissement en recherche et développement depuis 5 ans. Et même si nous essayons de couper, d'économiser nos coûts ailleurs, l'R&D, on va continuer de l'augmenter cette année et l'année prochaine. Et l'innovation, moi j'avais été très impressionnée quand j'avais été visiter le pôle R&D de Technip qui nous montre des pipes intelligents qui sont capables de réguler le pétrole à l'intérieur à des profondeurs énormes où vous savez très bien que c'est très froid et le pétrole sort, il est chaud. Enfin bon, bref, je ne suis pas ingénieur du tout, mais donc cette technologie, elle est vraiment incroyable. Mais là aussi, on parle de coût et de rentabilité pour nos clients. Si on peut monitorer, si on peut suivre la performance d'un système, on peut intervenir au bon moment pour maintenir la productivité d'un champ, pour maintenir la productivité d'un système de production. Maintenir en productivité, ça veut dire plus de production, moins d'interruptions, ça veut dire plus d'argent, baisse de coûts, plus de rentabilité pour nos clients. C'est ça. Donc notre stratégie en ce moment, notre axe en ce moment, c'est vraiment d'aider à nos clients de faire face à un monde qui est aussi difficile pour eux que pour d'autres, mais de réaliser leurs projets et d'être plus performants dans ce monde incertain. Alors Technip, l'autre particularité, c'est que vous avez un bilan incroyablement solide. Vous êtes peut-être responsable de ça. Et on se dit, c'est curieux, Technip ne fait pas d'acquisition, mais en fait, vous préférez les alliances. Une alliance, ça permet d'aller vers un nouveau marché très vite. Je vous donne l'exemple d'une alliance que nous avons faite en juin avec une société américaine qui s'appelle FMC Technologies. L'alliance, c'est Forsys. Forsys, c'est exactement là, positionné en amont pour aider dans le concept de nouveaux projets, pour réduire les coûts de ces projets pour le compte de nos clients. Opérationnel en juin, déjà
100 jours plus tard, 2 contrats. Donc voilà, C'est vrai que c'est plus rapide qu'une acquisition. De réactivité, cette vitesse de pouvoir aider et donc gagner des affaires, l'Alliance le donne. Alors, il y a beaucoup d'actionnaires dans cette salle. Peut-être sont-ils inquiets sur la politique de distribution de dividendes de Technip. Moi, j'ai regardé sur les bases de données d'Investir qui remontent assez loin. Depuis 2000, il n'y a jamais eu de trou dans la distribution des dividendes de Technip. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette politique vis-à-vis de vos actionnaires ? Je suis actionnaire aussi et j'aime bien toucher mon coupon en mai. D'abord, dans la prudence, nous reconnaissons que nous sommes dans une industrie qui parfois est cyclique. Donc, il faut construire un bilan qui est capable de faire face à cette cyclicité. Je crois que nous en avons. Il y a 1,3 milliard d'euros de trésorerie nette. Il y a une trésorerie brute qui est beaucoup plus importante, mais ça, c'est la trésorerie nette. Ce bilan est bien noté par les agences externes. Nous avons une dette qui est avec une durée très longue. Donc, il y a un bilan solide. Il y a le carnet dont on a parlé, le 17,5 milliards, qui nous donne aussi une visibilité. Le politique des dividendes, d'abord, on aime bien le payer. On a payé depuis 2000, vous l'avez vu. On aime bien payer pour qu'on puisse être résistant dans une période difficile. 2008-2009, on l'a gardé inchangé. On ne l'a pas réduit. Donc, on a une prudence dans le montant qu'on distribue qui nous permet une stabilité. Au-delà de ça, on a introduit l'année dernière une souplesse supplémentaire. C'était l'opportunité pour les actionnaires d'avoir un dividende en action. On ne savait pas exactement à quoi attendre. Alors, c'était un succès ? C'était 60% de nos actionnaires qui ont opté pour le dividende en action. Donc, je pense que ces éléments, je ne suis pas là pour promettre pour tous les années futures, mais je pense qu'on a mis en place un bilan, un carnet et une politique de dividendes qui est assez robuste et assez résistant. Alors, peut-être on a le temps, je regarde, pour une question dans la salle. Sinon, vous savez très bien que vous pouvez retrouver Technip ici dans les stands et qu'ils vous attendent pour toutes vos questions. Hein. Monsieur ? La question de monsieur, c'était de savoir qu'est-ce qui se passerait si le prix du baril s'effondrait en dessous de 40. Je pense que vous allez voir, par exemple, beaucoup plus d'investissements dans l'aval. Vous voyez clairement dans les résultats de nos clients. Quand le baril est bas, ils gagnent de l'argent sur l'aval, sur tout ce qui est raffinage et pétrochimie. Et c'est ça que nous voyons aussi en ce moment. Un investissement relativement robuste, relativement résistant, aux États-Unis, par exemple, en Europe, un peu en Asie, grâce à un baril qui est moins fort. Je pense aussi, c'est notre devoir, c'est notre capacité à intervenir tôt qui va permettre à l'industrie à faire face à un baril moins fort pendant plus longtemps. C'est ça dont tout le monde en parle. Donc, on y prépare. Je pense qu'on a le bilan et les carnets pour nous donner le temps de s'adapter, et je crois sûrement que nous avons les compétences en interne pour aider nos clients à investir, à faire des projets rentables, même un baril qui est bas. Donc, il ne faut pas rien faire, il faut réagir, il faut être prêt, mais je pense que nous avons depuis un certain temps pris l'image d'un marché qui est peut-être plus bas pendant plus longtemps, et on s'adapte. Ça vaut la peine d'être optimiste quand on est absolument sûr de tout. Quand, en tant que directeur financier, on n'est pas absolument sûr de tout, et je ne suis pas là pour prédire ce qui va être le prix du baril en 2020, je préfère être un peu prudent, mais il ne faut pas changer tout du jour au lendemain. Si vous nous a demandé quelle est la stratégie de Technip à court terme et à long terme, je vous dis, c'est la même. La stratégie qui va nous permettre à faire face à un marché peut-être plus difficile dans le court terme,
C'est la même stratégie qui nous a permis de gagner ces 17,5 milliards de carnets ces dernières années. C'est la même stratégie qui va nous permettre de rebondir avec le marché si cela se passe. Donc, je pense que la stratégie que nous avons mis en place depuis plusieurs années là, ça nous a bien servi dans les bons temps. Je crois que ça va nous bien servir si les temps sont plus difficiles. Il faut juste garder le cap. C'est ça que nous faisons. Merci et à vous. J'ai encore le temps pour une question, madame, ou... Oui? Alors? Est-ce que les sanctions contre la Russie vous dérangent dans votre activité pour l'instant? D'abord, il faut que je dise, et je le dis très fermement, Technip opère en ligne avec les sanctions, que ce soit en Russie ou que ce soit ailleurs. Nous l'avons toujours fait, nous allons le toujours faire. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. En ce moment, par contre, parce que nos activités en Russie sont plutôt autour du gaz, nos projets, les projets de nos clients, ne sont pas touchés. Donc, le projet Yamal, par exemple, ça continue. Donc, voilà. Une autre question? Non, mais ça tombe bien, puisque c'est la fin de notre intervention. Julian Waldron, merci beaucoup. Et puis, vous pouvez retrouver Technip sur le stand. Et encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus d'abord devant Technip, mais aussi à Paris, si nombreux cette semaine-là. Merci infiniment.